Donc en tant que sociologue des organisations, on a un intérêt privilégié pour les questions de coordination et de coopération. La question du pouvoir comme inducteur de la coopération, c'est-à-dire le fait que quand on a du pouvoir, qu'on maîtrise des ressources qui sont importantes pour certains acteurs, ben, on est capable de faire faire à cet acteur des choses qu'il n'aurait pas faites sans notre intervention, est au centre de nos analyses. Alors c'est aussi au centre de toute action collective. La plupart, j'ai envie de dire, des biens publics et des biens privés sont produits au terme d'une action collective. Je pense que je ne vous apprendrai pas que le soin est une action collective à proprement parler et qui nécessite la coopération, la coordination de toutes sortes d'acteurs, et que donc le conflit ou les tensions peuvent contribuer à nuire à la qualité du soin ou des biens publics et des biens privés. Ça nous paraît d'autant plus important en situation de crise que la coordination et la coopération sont certainement un des facteurs déterminant la qualité de la réponse publique et privée à des situations de menace. Alors, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que finalement, que ça a été dit, hein, je le répète d'une façon très légèrement différente, c'est que des plans de préparation, des cellules interministérielles, en fait, ce sont des dispositifs organisationnels qui, non seulement ont pour but d'énumérer l'ensemble des instruments techniques, des dispositifs technologiques, des ressources que l'on peut mobiliser, de la responsabilité des acteurs, mais ce sont aussi et d'abord des instruments de coordination et de coopération. C'est au moment de crise, prévoir la possibilité que différents acteurs participent de manière coordonnée et souvent en coopérant à la réalisation des réponses. Donc on remarque que la plupart des plans ne sont pas mobilisés, le plan de pandémie grippale n'est pas activé, la cellule interministérielle de crise dont l'Assemblée, le rapport aujourd'hui qui est sorti pointe pourtant l'importance pour gérer la complexité de ces crises, ne sont pas mobilisés, comme je le disais. On va créer de nouvelles organisations qui ne sont pas prévues. Et donc, on va aussi observer des formes inédites de coopération. D'une manière générale, on n'a pas encore assez d'éléments empiriques pour parfaitement étayer ces constats, donc il reste encore que les hypothèses. Beaucoup d'actions, et notamment beaucoup d'actions qu'on peut considérer comme des actions positives sur le terrain, alors on va le voir dans les hôpitaux, mais aussi ailleurs, se sont réalisées en dehors des clous ou en dehors des schémas formels qui avaient été prévus pour les réaliser. Alors moi, je ne peux pas changer les slides, si c'est possible. Donc, pour rentrer directement dans le dur du sujet, nous, on a eu l'impression d'une frénésie organisationnelle. Alors, cette frénésie organisationnelle, elle traduit, j'ai envie de dire, deux tendances qui coexistent de manière paradoxale. La première tendance, c'est finalement celle qui consiste à ne pas mobiliser des organisations en nombre absolument très très importante. Et vous le savez que dans le champ de la santé, c'est non seulement on a des académies, des agences, des hauts conseils, des hauts comités, mais on a également développé toute une série de méthodologies, les conférences de consensus, les guides de bonne pratique. Il y a une habitude des acteurs de la santé et de la santé publique à utiliser des outils de décision en situation d'incertitude. Voilà, quand Patrick connaît bien ces histoires, quand un comité pluridisciplinaire se penche sur un cas d'un patient malade d'un cancer compliqué, eh bien, on agit en situation d'incertitude. Donc, on était très étonné que dans ce champ précis, c'est peut-être pas le cas dans le champ de l'enseignement supérieur, dans le champ des politiques de l'emploi, eh bien, il y ait toutes ces institutions qui, d'une certaine manière, soient court-circuitées.
Et puis en même temps, on va en créer toutes sortes de nouvelles, le conseil scientifique, le CARE, une task force interministérielle, les centres Covid. Et puis, on va pas arrêter de réorganiser la gestion interministérielle, la task force interministérielle justement, la mission Lisuret qui a pour but de faire une évaluation de la coordination interministérielle, la mission Castex qui s'occupe du déconfinement. Euh, on va transformer la cellule interministérielle de crise en centre interministériel qui devra. On a vraiment l'impression, on a eu l'impression, voilà, qu'il y a eu la coexistence à la fois d'un court-circuit d'organisation qui appartiennent à un champ saturé d'organisation qui aurait pu être mobilisé, et en même temps la création de toute une série d'organisations de coordination. Alors, l'hypothèse principale qu'on avance, une hypothèse finalement qui a été formée par Michel Crozier il y a plus de 50 ans, hein, c'est, et alors là, ça manifeste, j'ai envie de dire, un tropisme technocratique assez français qui consiste à créer des organisations pour assurer la coordination, à créer de nouvelles organisations pour assurer la coordination d'organisations qui elles-mêmes déjà s'occupent de coordination, avec la croyance que la simple institution de structure formelle de coordination va induire le produit coordination, va permettre effectivement de réaliser cette coordination. Or, on le sait, l'un des déterminants de la coordination et de la coopération entre acteurs, c'est le pouvoir. Et la question de la compétition entre ces institutions de coordination, la question de leur relation de pouvoir, de leur plus ou moins grande interdépendance, ou justement de leur plus ou moins grande autonomie les unes par rapport aux autres, n'est pas du tout abordée, alors que c'est certainement ce sont des questions absolument essentielles justement pour essayer d'améliorer cette capacité à coordonner des institutions de coordination. Slide, s'il vous plaît. Alors, l'exemple qui nous a le plus frappé, évidemment, c'est l'exemple du conseil scientifique. Alors, on s'est posé la question, bon, pourquoi la création d'un conseil scientifique dans ce champ qui a toutes sortes d'institutions expertes et pourquoi créer et pourquoi aussi finalement une décision qui a été prise dans le cadre d'une formation collective qu'on appelle élitaire et non pas élitiste, en fait qui est une formation qui rassemble un nombre très réduit de personnes pour prendre des décisions dont on pense qu'elles peuvent être parmi les plus importantes qui étaient prises depuis au moins 50 ans. Donc, ça veut dire que un groupe élitaire a pris des décisions extrêmement importantes sans se coordonner avec toutes sortes d'autres institutions. Alors, premier point, ça reproduit finalement une morphologie qui est une morphologie qu'on a souvent vue dans la formation des lois de santé publique. Vous prenez la loi Veil de 1977, vous prenez la loi Evin de 91 avec ses 5 sages, vous prenez la loi de 2002 de Kouchner et l'État du Tauboy, vous prenez la loi de santé publique de 2004 avec Abenaïm, William Dab et Mattei. En fait, souvent les lois de santé publique ou les instruments de santé publique sont pensés, j'ai envie de dire, dans une formation élitaire. Là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une formation élitaire et qui va prendre des décisions qui sont des décisions dans l'urgence et surtout sans coordination, là où la loi de santé publique 2004, souvenez-vous, avait tenté de faire participer un nombre considérable d'acteurs, et d'ailleurs, ça s'en était trouvé très gêné parce qu'elle avait trop de contributions qu'elle ne savait pas comment arbitrer entre toutes ces priorités de santé publique, au point qu'on ait établi plus d'une centaine d'objectifs dans cette loi. Alors, pourquoi cette gestion élitaire? Le gouvernement a souvent avancé la réponse, il fallait qu'on agisse vite, il fallait qu'on ait une petite structure agile, hein, comme on dit en management quand on veut être à la mode, pour réagir vite. On était rendu à un moment où on ne pouvait pas mobiliser un certain nombre de bureaucraties ou de procédures. Voilà, on prend acte de cette explication. Nous, on y voit de manière plus profonde quand on utilise finalement les enseignements de la sociologie d'autres crises historiques, notamment la gestion de la crise des missiles de Cuba ou la gestion des attentats de Charlie Hebdo. Finalement, la tentation des gouvernants, c'est surtout de
maximiser sa capacité de pensée et de décision autonome. En tout cas, croit-il. Le moins on fait monter à bord d'organisation, de bureaucratie, d'agences, le plus on évite que ces agences, ces bureaucraties ou ces organisations n'apportent avec elles leurs solutions déjà préfabriquées, n'apportent avec elles leurs enjeux, n'apportent avec elles leurs intérêts, n'apportent éventuellement avec elles leurs conflits entre elles. D'accord. Donc on interprète finalement cette création du Conseil scientifique comme la volonté d'un gouvernement de maximiser sa capacité de réflexion et de décision autonome. Alors c'est un geste générique du décideur, puisque on le voit, Bernard Cazeneuve a fait la même chose avec ce qu'il a appelé le fumoir, hein, en constituant un groupe informel de conseillers à côté de la cellule interministérielle de crise. Kennedy va faire la même chose avec ce qu'il appelle l'EXCOM, en marge du comité de sécurité qui est censé se réunir en cas de crise. Hein. Donc c'est un geste générique du leader politique. C'est aussi, comment dire, la manifestation d'une façon de gouverner propre à Emmanuel Macron, hein, qu'on a souvent décrit comme un président jupitérien, et puis comme un président qui a des réticences à mobiliser et à négocier avec les corps intermédiaires. D'ailleurs, on pense que c'est nulle des hypothèses pour le maintien des élections présidentielles, c'est-à-dire on lui reproche beaucoup justement de ne pas activer les voies traditionnelles de la négociation et de la participation démocratique. Les Gilets jaunes, la réponse a été un monologue dans toute une série de débats, et peut-être l'une des volontés de maintenir les élections présidentielles, les élections municipales à un moment où on avait énormément d'incertitudes et qui paraît complètement, j'ai envie de dire, orthogonal par rapport à la recommandation du confinement, pourrait s'expliquer par cette volonté de montrer qu'il est quand même très respectueux de la démocratie et des moments importants qui scandent la démocratie. La faiblesse de ce type de formation élitaire, en partie hors sol, même si les membres du conseil scientifique aujourd'hui disent que ce n'est pas vrai, qu'ils se consultaient. D'abord, c'est qu'on a des informations particulières. On a peut-être aussi des informations, et ça c'est une hypothèse que l'on fait, que l'on ne peut pas encore complètement confirmer comme une thèse, c'est que ce conseil scientifique va aussi être victime de ce qu'on appelle un effet de composition, d'un effet de disposition. C'est-à-dire qu'il va, effet de position, être en contact avec des informations particulières, effet de disposition qu'il va interpréter avec des lunettes particulières. Les lunettes particulières sont celles, effectivement, du médecine hospitalière, peu de santé publique et d'une médecine hospitalière parisienne. L'effet de position, donc les informations particulières, c'est qu'on fait l'hypothèse que, notamment Bichat et Pitié-Salpêtrière, ont reçu des patients en tant qu'établissements de référence, des patients dans des situations très dégradées. Et quand on se retrouve dans cette formation élitaire, que le président regarde le conseil scientifique, que le conseil scientifique, des membres du conseil scientifique raccrochent, je viens d'avoir mon service de réanimation, ils sont pleins, les services Covid aussi, même dans les services Covid, il y a des patients très dégradés, eh bien, il y a un effet peut-être de position, d'accentuation du caractère dramatique pour le système hospitalier français de cette crise. Ce que le leader, deuxième point, gagne en capacité de décision autonome, il le perd aussi en capacité de mise en œuvre. Ça, j'ai envie de dire, c'est comment dire, un dilemme qui est un dilemme très classique. Mais quand vous n'associez pas à la prise de décision, vous ne négociez pas la faisabilité de vos prises de décision avec ceux qui sont amenés à les mises en œuvre, eh ben, vous risquez d'avoir des décisions oukases, descendantes, qui j'ai envie de dire, au mieux sont résistées, au pire ne peuvent pas être mises en œuvre. Hein. On a l'exemple encore sur la politique de tests massifs, parce que les moyens et la praticabilité, la faisabilité de cette décision n'a pas pu être testée en négociant avec ces acteurs qui sont censés les mettre en œuvre. Dernier élément, c'est ce phénomène de groupthink. C'est un phénomène donc identifié par Janis qui fait que ces groupes qui se socialisent et qui
travaillent ensemble de manière régulière, ont une tendance à développer pour toute une série de mécanismes sociaux et psychosociaux une pensée qui est une pensée consensuelle et surtout une pensée commune. Ça veut dire qu'on prend des décisions quand on est dans une situation d'asymétrie scientifique, d'asymétrie cognitive très importante. Hein. Même Olivier Véran, médecin, il n'est pas évident qu'ils aient la mesure de discuter ce que les membres du conseil scientifique leur rapportent comme conclusion et comme élément. On se retrouve dans une situation finalement où le débat contradictoire n'a pas vraiment été organisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut décoder les positions quand on s'est posé cette question, mais comment expliquer qu'on recommande le maintien des élections. On fait l'hypothèse qu'à ce moment-là, comment dire, on est dans une gestion où le conseil scientifique il y a une grande interdépendance entre conseil scientifique et le triptyque Premier ministre, Président de la République et ministre de la Santé, hein, qui s'est accaparé la gestion de cette crise. Hein, c'est encore pointé par le rapport parlementaire aujourd'hui. Et que cette interdépendance cette relation de pouvoir fait que la parole scientifique est en partie muselée. Hein, en ayant, comment dire, je pense que tous ces acteurs aussi avaient le sentiment de participer à un événement incroyable et que on peut faire l'hypothèse, nous faisons l'hypothèse que à ce moment-là, une parole totalement libre n'était pas complètement possible. Euh, euh, Plus tard, au contraire, quand on annonce la réouverture des écoles contre l'avis ou sans avoir l'avis d'ailleurs du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil scientifique est dans une position totalement différente par rapport au gouvernement. On est maintenant dans une gestion qui non plus élitaire mais multipolaire de la prise de décision avec justement toutes les cellules interministérielles dont nous avons parlé, avec avec la mission Castex, avec les autres ministères. Chacun des ministères aussi a pris une parole plus autonome sur les effets de la crise à l'intérieur de son propre ministère. Et du coup, il y a moins d'interdépendance entre le conseil scientifique et le triptyque et notre triptyque de président, premier ministre et ministre de la Santé, et que donc, comme cette indépendance, elle s'est, comment dire, dissipée, eh bien, la parole libre peut plus facilement se manifester. Hein, donc là, ça nous permet, on ne peut pas le dire ici, mais de critiquer une vision un peu naïve de la séparation science-politique qui a été à l'origine de la création du conseil scientifique. On va avoir un conseil scientifique qui conseille et un président qui décide. Euh, 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 les liens de pouvoir montrent qu'il existe entre ces deux institutions et qui sont des liens de pouvoir qui sont évolutifs, contribuent à brouiller cette frontière que l'on veut étanche entre science ou que l'on veut naïvement étanche entre science et politique. L'exemple de l'hôpital plus rapide parce que je m'en rends bien compte que je suis très long. Euh, euh, bon, avec Patrick, comme il le disait tout à l'heure, on travaille beaucoup sur l'hôpital, sur les liens hôpital, médecine, soins primaires, sur les relations entre les différentes spécialités, sur les relations entre les différents services au sein de l'hôpital. Et voilà, on sait bien qu'il ne s'agit pas d'un monde parfaitement pacifié, qui a souvent des conflits, des compétitions, qui a des services, le plateau lourd, qui sont des services nobles, et puis il y a des services moins importants. On avait étudié les pôles et la formation des pôles, finalement. Euh, euh, voilà, c'était la formation des pôles et le résultat de la formation des pôles était très structuré par ces relations de pouvoir et ces statuts assez inégaux à l'intérieur de l'hôpital. Puis là, tout d'un coup, on voit partout des coopérations inédites, y compris les médecins eux-mêmes que nous avons interviewés nous disent que les coopérations étaient inédites. Et puis dans les médias, on nous dit le déterminant essentiel de ces coopérations, c'est l'esprit de dévotion éthique. Euh, euh, En situation de crise, tout le monde se serre les coudes. Alors on trouve ça intéressant, mais on se dit finalement l'esprit de dévotion et l'éthique du soin, elle devrait jouer avant, et pourtant, ça n'empêche pas un certain nombre de conflits et de compétitions entre services. Pourquoi ça a joué maintenant? Alors peut-être, oui, la crise, c'est un moment exceptionnel, le sentiment de vivre euh, une,
une expérience justement parfaitement inédite qui fait que tous les enjeux traditionnels s'écroulent pour faire tous corps face à la maladie. On a voulu aller un peu plus loin et on a trouvé d'autres facteurs. Ils sont au nombre de 4. La première facteur, c'est que les contraintes budgétaires, pour peu qu'on formule une demande raisonnable et raisonnée, ont été suspendues. Hein. C'est le fameux quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron et qui a été interprété au ministère de la Santé dans la direction et par les directions des hôpitaux comme la possibilité de répondre favorablement aux demandes des soignants. Un management dont on avait renforcé l'emprise sur la lignée médicale qui se met en retrait et qui laisse les soignants s'organiser. Nous, on a discuté sur comment on organisait les salles de réveil, comment on équipait des lits de soins intensifs, quelles décisions étaient prises par rapport à la ventilation, au petit flot, VNC, etc. Et on voit bien que ce sont les médecins. Donc, pour la première fois depuis longtemps, l'administration a entériné ou a pris après coup les décisions que les équipes soignantes ont prises. Il y a eu une déprogrammation de l'essentiel de l'activité de l'hôpital. Ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'effectivement, c'est un moment de suspension des enjeux professionnels j'ai envie de dire, on peut le faire dans n'importe quelle organisation. C'est un peu comme si on disait au journal Le Monde demain, eh ben, écoutez, tous les services, vous pouvez écrire autant d'articles que vous voulez, le journal fera 2000 pages, tout le monde a les moyens qu'il veut en termes de reportage, et puis surtout, on fait tous des articles sur le même sujet. D'accord? Donc, le service économie ne va pas se battre contre le service société, ne va pas se battre contre le service sciences, contre le service entreprise. Puis, dernière chose, alors, ça a un peu existé au départ. Hein. Il y a eu des phénomènes de concurrence autour des patients, les pneumologues, les cardiologues. Ah non, les patients Covid, c'est les miens. Les réanimateurs médicaux, oh là, attention, vous les anesthésistes réanimateurs, vous n'êtes pas assez compétents. Avec des organisations où bon, il y a eu un petit peu, mais très très vite, l'afflux de patients a fait qu'il y a eu une suspension de la compétition autour de la captation des patients. C'est important cette conclusion d'un point de vue théorique parce que ça veut dire que beaucoup de problèmes de fédération et de construction et d'intégration des unités organisationnelles, c'est-à-dire comment on fait tenir ensemble des gens pour qu'ils travaillent ensemble, beaucoup de ces opérations sont des opérations qui passent par la diffusion d'une culture commune, la diffusion de valeurs communes, la diffusion d'un projet stratégique commun, etc. Alors qu'on voit que le principal inducteur de la coopération, ce ne sont pas tellement ces aspects cognitifs et normatifs, et éthiques, hein, qu'on croit être au principe de l'action des individus, mais d'autres conditions que nous, on considère comme plus structurelles. Pour aller plus vite, je dirais juste que ce qui, entre guillemets, est un élément qui contribue à valider notre hypothèse, c'est que ces acteurs du soin qui ont participé, qui ont coopéré entre justement sur les questions de soins, se sont retrouvés le lendemain en compétition sur les opérations de recherche, où là, au contraire, il y avait justement de la compétition autour de la captation de patients pour l'inclusion à l'intérieur des essais cliniques, où il y avait de la compétition pour la production de résultats et la publication, et où il y avait de la compétition pour les financements. Donc des mêmes acteurs, porteurs de la même éthique, porteurs du même esprit de dévotion, peuvent se retrouver en coopération dans le soin, parce que certaines conditions sont réunies, et quand ces conditions sont suspendues, comme dans le cas de la recherche, la coopération redevient extrêmement difficile. Et aujourd'hui, finalement, on la voit encore, on le voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, les enjeux professionnels, avec la volonté de ne pas totalement déprogrammer, de continuer à gérer ce qu'on pourrait appeler une filière ordinaire et puis une filière Covid, contribue à rendre les situations un peu difficiles. Slide, et je crois que je m'arrête là pour passer la main à Patrick.